Et s'il nous fallait porter un autre regard sur l'innovation? C'est la question que pose Alain Conrard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général et administrateur de Prodware, qui est une société technologique française qui est experte dans la transformation numérique des entreprises. Et vous publiez cet ouvrage, Osons, un autre regard sur l'innovation, qui aborde les dimensions politiques, sociétales de l'innovation. Et donc, on peut dire que vous êtes à la fois un théoricien et un praticien. C'est ça. De la question. Alors déjà, est-ce qu'on est au clair avec la définition de l'innovation? Vous vous dites, attention, on n'a pas forcément tous la même idée. C'est vrai que énormément de choses ont été dites par rapport à l'innovation. Et j'aurais tendance à dire que c'est à peu près normal, vu qu'elle touche tout le monde, l'innovation. Pour certains, c'est la solution grâce à la disruption à peu près tout. Et pour d'autres, au contraire, c'est une menace qui pèse sur la société, sur l'humanité, sur l'individu qui pourrait... Et c'est vrai, au regard des technologies galopantes, se trouver un peu ubérisé, un peu ostracisé par rapport à tout ça. Et donc une innovation vue d'un point de vue technique, technologique. Oui, une menace en fait qu'on n'arriverait pas à contrôler. C'est ça. Alors tout ceci n'est pas vraiment faux et pas complètement vrai non plus. Ce qu'il faut noter, c'est que l'innovation, aujourd'hui, ce n'est pas que le domaine de la technologie et que le domaine de l'économie. Bien au contraire, l'innovation aujourd'hui trouve toute sa place au niveau des enjeux, des nouveaux enjeux environnementaux et sociétaux. Donc, en effet, aujourd'hui, l'innovation, il faut la prendre comme quelque chose qui doit pouvoir porter, améliorer en fait un meilleur état de société. Alors, je voulais aussi qu'on revienne sur la différence entre innovateur et inventeur. Vous consacrez un petit paragraphe en introduction avec l'exemple de Fosbury. Vous pouvez nous l'expliquer? Alors, Fosbury ou l'innovation et le... c'est la même histoire. Fosbury, alors pour la première fois, en effet, aux Jeux Olympiques de Mexico, quelqu'un décide de sauter, donc le saut en hauteur, Fosbury, mais non pas en ventral et en dorsal. Et donc c'est aujourd'hui quelque chose qui peut être considéré comme une innovation. Et l'innovation, elle touche tout. Elle touche le sport, elle touche la culture, elle touche la techno, elle touche l'économie. En effet, elle touche tout. Et en fait, la différence entre l'innovation et l'invention, c'est qu'on peut dire que l'innovation, en fait, c'est l'industrialisation d'une... l'innovation, pardon, oui, c'est une industrialisation de l'invention. Alors que l'invention n'est pas toujours une innovation, parce qu'il y a des inventions qui restent au stade d'invention et qui ne sont pas rentrées dans un process industriel et qui donc ne voient pas le jour sous forme d'une innovation. Ce que vous rappelez, c'est que donc Fosbury n'est pas l'inventeur de ce saut. Tout à fait, c'est pas l'inventeur de ce saut, au même titre que Apple n'est pas l'inventeur de l'iPhone. Il y a eu le Walkman avant, il y a eu des choses avant. Donc en effet, il y a des gens qui sont... de l'iPhone, si, mais... oui, de l'iPhone, pardon, mais du smartphone. Tout à fait, pardon. Ouais, tout à fait. Alors, un point important, vous dites à tous ceux qui craignent l'arrivée galopante de nouvelles technologies qui changent le monde, vous dites, de toute façon, l'innovation, il y a une sorte de garantie de service, elle ne peut pas se faire sans les gens. Est-ce qu'on est sûr de ça? Et ça, c'est un grand débat. L'innovation ne peut pas se faire sans les gens. Ce qui est sûr, c'est que pour comprendre l'innovation et pour essayer de la maîtriser, il faut avoir un regard différent sur l'innovation. Je pense qu'il faut en effet comprendre que l'innovation, elle est aujourd'hui permanente. Et il ne faut pas la prendre comme quelque chose qui va déranger nos repères et forcément donc les déstabiliser dans le mauvais sens du terme, mais tout simplement essayer de regarder autrement pour voir autrement et de comprendre que l'innovation a énormément d'avantages et certes des effets négatifs, mais que, un peu comme Max Weber le dit au niveau du concept de l'éthique et de la responsabilité, si on considère l'innovation pour le bien et si avant de tenter une innovation, on regarde les effets qu'elle va avoir et ne pas tenter d'innovation sur des effets qui ne sont pas les meilleurs par rapport aux bénéfices, alors en effet, on a aujourd'hui un mode de garantie quant aux bénéfices de l'innovation. Mais ça, c'est un peu, je l'explique dans le livre, c'est un peu le deal entre les hommes et les machines. Il faut arriver à trouver le bon équilibre entre le mode bénéfice et qui est réel et aussi certains risques qui sont... Donc vous dites qu'il faut une innovation éthique, en fait, qui soit pensée pour le bien commun. Mais est-ce qu'on peut s'assurer de ça? On ne peut pas compliqué de juger si ça sert ou pas le bien commun. Tout à fait. Par contre, ce dont on peut se soucier, c'est de faire en sorte que les hommes, les entrepreneurs qui utilisent ou qui créent l'innovation considèrent qu'il n'y a pas avec l'innovation qu'un profit technologique et un profit économique, il y a aussi un profit sociétal. Et donc il y a un réel enjeu aujourd'hui au niveau de l'innovation parce qu'il faut pouvoir former les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain sur
les avantages, mais aussi les risques, et de prendre en compte cela au même titre qu'ils prennent en compte les règles évidentes de gestion d'une société. Et nous, on le voit de plus en plus autour de ce plateau, d'entrepreneurs, même de grandes sociétés, qui se sentent aujourd'hui impliqués dans les phénomènes de société et environnementaux en particulier. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est cette approche de dire le changement, c'est la permanence. C'est-à-dire qu'en fait, il faut le vivre comme quelque chose de naturel. C'est ça. Et de surtout pas déstabilisant. À partir du moment où on associe trop changement et innovation, alors on perd un des bénéfices de l'innovation. Si à partir du moment... C'est vrai qu'on a tous été élevés avec des repères plutôt dans une certaine stabilité. Oui. Mais aujourd'hui, le changement, il est partout. Donc, considérer le changement comme la seule chose immuable, comme le repère, fait que du coup, toutes les choses s'apaisent. Notre évolution, notre vie, dans le cadre d'une société qui évolue très rapidement, s'apaise parce que c'est un élément parmi tant d'autres qui fait que, on le prend en compte comme on aurait pu prendre quelque chose d'autre. Et donc, à partir de là, notre regard sur l'innovation est complètement inversé et on y voit beaucoup plus d'atouts positifs que de craintes systématiques qui pourraient remettre en compte nos éléments qu'on considère aujourd'hui comme plus stables. Donc c'est là où on rejoint le titre de votre livre, c'est « Osons un autre regard sur l'innovation ». Donc c'est une posture en fait qu'il faut adopter. Ensuite, vous détaillez, vous dites qu'il y a 5 types d'innovation. Oui. Oui, allez. Alors, il y a 5 types d'innovations. Dans les innovations qu'on dit des innovations de rupture. Alors, il y a l'innovation continue, qui est en fait un processus continu d'innovation. C'est des mises à jour d'OS, par exemple, ou des choses comme ça. Ou le téléviseur qu'on a connu gros carré, qui est maintenant un écran plat. Donc, on peut considérer ça comme une innovation continue, sans rupture. Et en effet, il y a les innovations dites de rupture, qui sont donc, elles, un vrai jaillissement vers le futur, qui entraîne une vraie mutation, un vrai changement de la civilisation. Et il y a la grande innovation que j'appelle paradigmatique, donc qui change tout, qui est l'innovation généralement qui est générée avec une nouvelle création de matière, une modification de matière. Donc c'est tout ce qui est charbon, pétrole, digital, électricité, etc. Après, vous avez d'autres types d'innovations qui sont aussi importantes, aussi de rupture, mais qui sont plus dans un cadre circonstancié. Par exemple, vous avez l'innovation qui change tout, donc par exemple l'Internet ou la 3D, ce sont des innovations qui vont modifier fortement les choses dans leur écosystème. Vous avez un autre type d'innovation, moi, ce que je trouve fantastique, qui est l'innovation qui crée son environnement. C'est-à-dire, vous prenez Facebook, les réseaux sociaux, elle crée un environnement en même temps qu'elle le remplisse. Il n'y avait rien avant. Et vous avez d'autres types d'innovations, des innovations, par exemple, qui vont changer un regard, qui vont prendre une réussite dans un domaine technologique et qui vont le translater, le transférer dans un nouveau domaine dans lequel il va retrouver une autre logique, une autre jeunesse. Alors on va terminer pour revenir au fait que l'innovation ne se fait pas sans les gens. Vous dites aussi que la tendance est à la co-création finalement de cette innovation. Bien sûr, c'est là. Il y a toute une partie où vous conseillez les managers et les dirigeants. Oui, tout à fait. Et une des grandes entreprises qui fait partie d'ailleurs encore des grosses cotations, je le dis souvent aux États-Unis, c'est General Electric. La co-création, c'est le design thinking, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire d'essayer, et c'est un élément extrêmement important avec l'innovation, de placer l'utilisateur au cœur du processus de la création pour pouvoir développer les produits et services qui vont correspondre au plus proche des besoins de l'utilisateur ou c'est le Graal, créer un besoin dont l'utilisateur va être complètement addict et qui va directement rentrer dans nos usages du quotidien. Et la réussite totale d'une entreprise, c'est quand l'utilisateur se disait comment je faisais avant. Oui, alors c'est-à-dire répondre à un vrai besoin. Répondre à un vrai besoin ou le créer. Et pas quelque chose de superficiel. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup Alain Conrard, donc auteur de l'ouvrage Osons un autre regard sur l'innovation, un regard que l'on partage tout à fait dans Smartech. Je dis aussi, il faut que je précise que vous êtes président de la commission digitale du mouvement des entreprises de taille intermédiaire et vice-président chargé de la commission digitale du club des ETI Île-de-France. Donc vous êtes très impliqué sur ces sujets. Et d'ailleurs, votre ouvrage aussi a été salué par Jacques Attali. Donc félicitations. C'est l'heure de notre talk sur l'une de ces grandes innovations du moment, la simulation 3D.